Alors, nous parlons aujourd'hui pour la revue Chemin Éternité de votre livre que vous venez de publier à propos de l'euthanasie. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre? C'est une amie qui était infirmière il y a 25 ans et qui était infirmière en soins palliatifs. Et donc il y a 25 ans, les soins palliatifs en France existaient, mais de façon relativement peu développée, relativement discrète. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec elle parce qu'elle ne pouvait pas forcément détailler dans sa famille chaque fois ce qu'elle faisait en soins palliatifs parce que bon, c'est parfois un peu lourd. Et donc en fait, c'était ensemble qu'on débriefait de sa semaine voilà, chaque week-end pendant quelques mois. Et de ce fait, me posant aussi voilà, la question de la mort à une certaine période de la vie a été personnellement assez intense, et donc voilà, cette question de la fin de vie, cette question de l'euthanasie où spontanément je suis opposé au fait que l'on puisse ôter la vie de quelqu'un, mais il est évident que on ne peut pas se contenter d'être contre l'euthanasie. Quand on est face à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des douleurs, on peut pas se contenter de dire non, mes principes font que, mes convictions sont que, il faut être dans le réel, il faut être dans le concret, dans le charnel, et donc je me suis intéressé à ce que l'on était capable de proposer. Et puis le dernier, ça c'est un peu l'arrière-plan général, qui fait que j'ai accompagné des associations, j'ai beaucoup lu sur le sujet, beaucoup échangé. Je suis allé dans une unité de soins palliatifs il y a 4 ans pour voir un peu concrètement ce qui s'y vivait. C'était quelle unité, pardon? C'était à Puteaux. Puteaux, d'accord, ok. Centre hospitalier Rive-de-Seine. D'accord. Et puis je suis en fait le dernier coup qui a provoqué, c'est le débat parlementaire l'an dernier qui a manqué faire passer l'euthanasie dans des conditions. La proposition de loi est vraiment catastrophique. Je pense qu'on va plus loin que ne sont allés les Belges. Sur quel plan en particulier? Eh bien, déjà parce que vous avez une commission. Alors ça, c'était dans la proposition de loi, mais il prévoit une commission de contrôle, par exemple, comme la Belgique. Sauf que là où les Belges prévoyaient que la commission de contrôle avait l'obligation de transmettre au procureur du roi un dossier, enfin un cas dans lequel l'euthanasie aurait été réalisée hors des critères légaux, les propositions de loi, elles, parce que la proposition de loi Falorni et la proposition de loi Touraine disent la même chose, prévoyaient une commission qui pouvait transmettre au procureur de la République. Et donc, déjà là-dessus, on est sur une situation où en fait, on prévoit des garde-fous, et puis en bout de course, on se rend compte que si on n'a pas respecté les garde-fous, on peut éventuellement transmettre au procureur de la République. Alors que si on ne respecte pas les conditions légales, ça veut dire qu'on est dans un homicide. Donc on ne devrait pas avoir la faculté de transmettre, on a l'obligation de transmettre dans ce cas-là. Et puis un autre point fort, c'est que lorsque l'euthanasie est pratiquée sans que le pronostic vital soit engagé, en Belgique, vous avez un délai minimum d'1 mois. Dans les propositions de loi qui ont été débattues, vous n'avez pas de délai minimum. Enfin, c'est 4 à 6 jours, comme pour le reste. Mais donc voilà, on est dans une situation où en France, si cette loi a été passée, et c'est quand même ce qui va probablement se débattre, on est susceptible de pratiquer des euthanasies pour dépression en 4 à 6 jours. Ça, je pense que... Et y compris sur des personnes mineures, non? C'était pas encore sur les personnes mineures, mais bon, à l'évidence, ce sera l'étape suivante. Et ça, je suis à peu près convaincu, enfin je suis convaincu à 100% que les Français ignorent que les propositions de loi vont aussi loin, et je suis à peu près convaincu qu'une bonne partie des députés qui ont voté ce texte à une majorité large n'en ont absolument pas mesuré les conséquences et se sont contentés de célébrer un marqueur sociétal, quoi. Et donc ça, vraiment, voilà, je me suis dit, enfin, j'avais un certain malaise en me réveillant le lendemain matin, en me disant, bah voilà, ça s'est joué de peu,
et bientôt tu vas te réveiller dans un pays qui l'aura fait. Et je veux avoir dit ce que je peux avoir à dire. Donc en fait, comment vous vous positionnez-vous par rapport à cette douleur en fin de vie? D'abord, qu'est-ce qu'elle est? Et voilà, quand faire, quand dire, quand... Voilà. Le fait est que la question se poserait différemment si nous n'avions pas de moyens de gérer la douleur. Si nous n'avions pas de moyens en fin de vie de la prendre en charge. Et pour moi, le seul vrai combat que l'on doit mener, c'est un combat pour la généralisation des soins palliatifs. On a cette possibilité, on a cette, pas dire solution, mais enfin, quand même, la plupart du temps, les douleurs sont correctement prises en charge par les soins palliatifs. Et même quand vous avez en Belgique une médecin qui pratique des euthanasies, elle disait elle aussi très clairement qu'elle ne les pratique pas dans son service de soins palliatifs parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce que quand on est pris en charge par les soins palliatifs, la demande d'euthanasie disparaît. Et ça a été aussi évalué très clairement. Il y a eu une étude sur près de 2600 patients et la demande d'euthanasie disparaît dans 90% des cas quand vous prenez en charge. Ça, c'était en France ou en Belgique l'étude? Ça, c'était en France. D'accord, ok. Et en fait, ce qui reste, ce sont essentiellement des demandes d'une nature philosophique ou intellectuelle qui sont compréhensibles. Le fait est que vous pouvez souhaiter maîtriser la fin de votre vie. Vous avez maîtrisé toute votre vie. C'est vrai que la maladie, elle vous dépossède de vous-même, elle vous dépossède de votre corps, elle vous dépossède de vos projets, de votre avenir. Et donc, revendiquer une dernière possibilité de maîtriser et finalement de ne pas être dépendant de la maladie, je le comprends tout à fait. Néanmoins, ça n'est pas ce que l'on nous présente, c'est-à-dire un acte rendu obligatoire par des douleurs insupportables. Le fait est que qu'en soins palliatifs, je l'ai vu effectivement en y allant, je l'ai entendu régulièrement. Quand des patients arrivent, ils demandent l'euthanasie en 2 ou 3 jours, parfois un tout petit peu plus, le temps qu'un protocole antidouleur fasse effet, mais en quelques jours, la demande disparaît. Parce que vous avez une prise en charge qui est aussi, c'est aussi ça qui me fait aimer les soins palliatifs, c'est que vous avez une prise en charge intégrale, une prise en charge médicale, une prise en charge de la douleur, une prise en charge des souffrances psychologiques. On ne peut pas dire jamais on annihilera la souffrance psychologique, la souffrance existentielle restera toujours là, mais néanmoins... Cette angoisse face à la mort, elle reste. Voilà, malheureusement, c'est notre lot. C'est le combat de chacun, personnellement en plus. Oui. Donc, mais vous avez une prise en charge, j'allais dire amicale, on en est presque là, parce que effectivement, moi, un mot qui m'avait beaucoup touché dans un livre de Marie de Henzel il y a quelques années, c'était le mot d'une femme qui était une femme très volontaire, très combative, etc. Une universitaire qui disait « il a fallu que j'en arrive là pour découvrir que la bonté existe ». Et ça dit 2 choses, ça dit d'une part que oui, il y a des gens qui passent leur vie sans connaître d'actes de bonté, et ça dit aussi que effectivement ce qu'on peut rencontrer en soins palliatifs, c'est au-delà de la prise en charge médicale, c'est effectivement de la bonté, de la bienveillance, de l'affection. Qu'est-ce que l'euthanasie nous ferait manquer du processus du mourir? Il y a un psychologue psychanalyste peut-être aussi, je ne sais plus, qui a une expression que je trouve très parlante, c'est Michel Demuzan, qui parle du travail du trépas. Et je trouve l'expression très forte parce qu'en fait, ce mot de travail, je ne sais pas si c'est volontaire, me fait aussi penser à la salle de travail, à l'autre extrémité de la vie.
de la naissance, de l'accouchement. Voilà, au moment de l'accouchement. Et parce qu'il dit, c'est aussi la dernière tentative de se mettre complètement au monde. Et pour moi, il y a cette possibilité de boucler la boucle, d'avoir une vie complète, parce qu'en fait, quand vous arrivez à ce stade de la fin de vie, sans vouloir évidemment l'idéaliser, c'est aussi pour ça qu'il faut que la douleur soit prise en charge, parce que quand on n'est qu'un bloc de douleur, il n'y a pas grand-chose qui compte. Mais quand on arrive quand on la prend en charge, eh bien ça, vous arrivez à un stade où vous êtes obligé de vous abandonner. Ouais. Vous êtes obligé justement d'abandonner l'idée de maîtriser tout, de maîtriser votre vie, de maîtriser votre agenda. Vous êtes totalement dans la relation. Et donc, il s'est souvent réaliser des choses que vous n'arrivez pas à réaliser tant que vous êtes en maîtrise de vous-même. Donc des réconciliations, des transmissions. Une infirmière qui me parlait d'une situation dans laquelle il y avait toute une famille qui faisait bloc pour demander l'euthanasie du père. Et l'euthanasie étant illégale, ça ne s'est pas fait. Et au-delà même de l'illégalité, c'était pas dans ses convictions. Mais c'est aussi pour ça que le jour où ce serait légal, on ôte cette précaution. Là, en l'occurrence, l'euthanasie ne s'est pas faite. L'infirmière a dit, mais vous voyez tout ce que l'on peut mettre en place, tout ce que nous, on sait faire ça avec les soins palliatifs, on pourra faire cette prise en charge. La femme de cette personne a dit, mais c'est ce qu'on veut. Mais en fait, ils étaient très revendicatifs aussi parce qu'ils avaient peur de ce qui allait se passer. Ils avaient peur que leurs proches ne soient pas bien traités. Et cette infirmière, plusieurs jours ou quelques semaines après, a rencontré par hasard sur le parking de l'hôpital le fils. C'était pas une famille très loquace, très volubile. Et le fils lui a dit, écoutez, mon père parlait pas, mais il s'est passé quelque chose de l'ordre de la transmission à ce moment-là. Et en fait, on ne sait pas. Il y a des choses, ça ne se dit pas. C'est dans le regard, c'est dans un geste de la main. Ça peut être simplement, effectivement, un père qui tient la main d'un fils qui ne l'a jamais fait de sa vie. Ça peut être un fils qui revient, qui se réconcilie. Ça peut être un ami avec lequel on n'a pas eu, qu'on n'a pas réussi à pardonner, ou qui n'a pas réussi à vous pardonner, et qui vient, et ce qui se vit là est aussi fort et beau pour la personne qui part que pour les personnes qui restent. Et ça, les personnes qui restent, en fait, sont aussi quelque part parmi les grands méconnus de la fin de vie. On parle beaucoup de la personne, et c'est légitime. Mais les conditions dans lesquelles on vit ensuite le deuil sont loin d'être anodines. En revanche, si on demande l'euthanasie, on peut tout à fait se dire voilà, ma vie va s'arrêter, voilà. Mais du coup, je vais en profiter quand même pour recevoir tout le monde, leur dire au revoir, merci, pardon, etc. En fait, finalement, on pourrait aussi faire ce travail-là, sachant qu'on sait à quel moment ça va s'arrêter. Oui. Alors c'est effectivement J'avais posé la même question à Marie de Henzel et qui m'avait dit, mais ce qui a de fortes chances de ne pas jouer, c'est que vous allez dépenser une énergie, utiliser votre énergie dans des préparatifs. Vous allez utiliser votre énergie à préparer le jour, à préparer la façon dont ça va se passer, à préparer le fait de recevoir vos amis, sélectionner des amis. Et en fait, cette énergie que vous allez garder dans une forme aussi de maîtrise, vous n'allez pas la mettre ailleurs, parce que de toute façon, quand on est en fin de vie, l'énergie, c'est pas c'est pas la ressource que l'on a le plus. Et même d'un point de vue psychologique, elle me disait, je crains fort qu'on ne puisse pas, que l'on n'arrive pas à laisser faire en soi un travail
que l'on ne peut laisser faire que quand on abandonne soi-même la volonté de maîtriser la suite. Je ne suis pas du tout persuadé, je me trompe peut-être, et il y a probablement des cas dans lesquels certains y parviennent, mais je ne suis pas persuadé que le pardon arrive aussi facilement lorsque vous êtes encore en totale maîtrise de vos projets. Du coup, alors maintenant, venons-en à ce qui reste, ce que vous disiez là, que tout ce processus de la fin de vie est aussi important pour celui qui part que pour ceux qui restent. Et alors justement, pourquoi c'est aussi important pour ceux qui restent? Est-ce que leur deuil est peut-être plus facile à faire? Enfin, qu'est-ce qu'on observe? L'idéal de l'accompagnement en fin de vie, l'idéal des soins palliatifs, c'est de permettre un départ qui soit aussi paisible que possible pour la personne en fin de vie que pour les proches, qu'ils puissent se dire ce qu'il y a à se dire, qu'ils puissent vivre ce qu'il y a à se vivre à ce moment-là, pour que la mémoire de ce moment qui restera douloureux soit la plus apaisée possible et un moment qui parfois, mais là on idéalise un petit peu, mais qui parfois puisse même presque être une ressource dans la vie après. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que certains pourront prendre appui sur un moment où il s'est passé quelque chose de fort avec leurs proches et de se dire ça a été dur, mais papa m'a dit telle chose à ce moment-là. Mais j'ai vécu ça avec maman qui a pu me dire ce qu'elle m'avait jamais dit pendant sa vie. Ça arrive. Et ça, il faut laisser la possibilité que cela advienne. Le risque, que m'expliquait aussi, parce que moi je ne suis pas psychologue, donc je me fais l'interprète de ce qu'elle me disait. Marie de Henzel me disait, en parlant là plus mais c'est à peu près pareil, du suicide assisté, elle me disait le risque fort que l'on a, c'est que vous allez avoir une situation où les gens sont en situation de double contrainte. Alors apparemment le terme c'est le double bind, mais bon, double contrainte ça marche en français. C'est-à-dire que face au choix de votre proche, soit vous le désapprouvez et vous n'accompagnez pas votre proche dans le suicide assisté, parce que c'est contraire à ce que vous pensez juste. Mais même si ce sont vos convictions, vous allez garder le sentiment que vous n'avez pas accompagné votre proche jusqu'au bout, que vous l'avez abandonné. Alors je dis vous allez le garder, c'est pas une obligation, mais c'est une probabilité forte. Soit vous l'accompagnez, et même si vous approuvez, il y a un fort risque que vous disiez mais pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait pu faire? D'accord. Et de ce fait, là, je ne veux pas exclure, on me dira toujours il y a des gens qui le vivent très bien. Soit, il y a peut-être des gens qui le vivront très bien. Mais il y a un risque plus élevé de culpabilité là-dessus. Et cette culpabilité, elle existe déjà dans un deuil non traumatique, enfin dans un deuil, je veux dire, dans un deuil d'une mort naturelle, les mots qu'on n'a pas su dire, les gestes qu'on n'a pas posés, tout ça, ça existe déjà. Mais lorsque on est en plus dans cette situation où c'est une décision, le risque de renforcer cette culpabilité est quand même très fort. Alors, si on en vient maintenant à cette prise en charge de la douleur, on sait quand même que les produits utilisés endorment, enfin les anesthésies. Donc comment, dans la mesure où quelqu'un souffre énormément, si on prend en charge sa douleur, en fait ça va tellement l'endormir que ça sera compliqué de se dire des choses à la fin. Puis en plus à la fin la personne ne se nourrit plus. Donc en fait comment doser en fait cette
peut pas laisser les gens souffrir, et puis en même temps, il faut qu'ils aient la possibilité de vivre des beaux moments avec leurs proches. Donc voilà, comment on gère ça? C'est une question que j'avais posée à Ségolène Perrucchio, qui est la médecin-chef, je ne connais pas bien les grades, on s'en moque un peu, mais la responsable de l'unité de soins palliatifs de Puteaux, en lui disant, mais est-ce que c'est vrai qu'on sait prendre en charge la douleur? Et elle me disait, mais tu sais, le risque avec les produits morphiniques et autres, le risque, c'est de tuer la personne. C'est ça. Nous, on agit, la personne est en fin de vie, c'est moins notre problème. Notre problème, c'est justement ce que vous dites, notre problème, c'est d'arriver à un équilibre qui fasse qu'il y ait à la fois rendre la douleur supportable, ils ne l'effaceront pas toujours totalement, mais la rendre supportable pour trouver l'équilibre avec la conscience qui permet effectivement d'avoir une présence auprès des proches. Et ce qu'ils mettent en œuvre, parce que là aussi, moi je disais, moi j'ai entendu parler d'allergie à la morphine, de gens qui ne peuvent pas en prendre. Mais je disais, en fait, on confond l'allergie et l'intolérance. L'allergie, ça n'existe quasiment pas. Et l'intolérance à la morphine, ça existe, mais c'est plus un problème dans le cours de la vie. Quand on est en fin de vie, ça provoque des effets secondaires, mais on a aussi des molécules pour traiter les effets secondaires. Donc il y a vraiment, elle me disait, il y a vraiment très peu de personnes qui ne peuvent pas être traitées par les produits morphiniques et autres. Mais après, ils ont aussi un éventail, et c'est vraiment tout le savoir-faire des soins palliatifs, c'est qu'ils ont un éventail de molécules et un souci du dosage qui vraiment répond à ça. J'ai appris par exemple que il était possible, alors parce qu'on parle beaucoup de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais les sédations, c'est toute une palette. Vous avez la possibilité, il y a des sédations, par exemple, juste le temps de faire un soin, le temps de changer un pansement. On peut faire une sédation qui sera brève, mais quand la personne est trop douloureuse et que changer le pansement provoquerait trop de douleur, on peut la sédater. Il y a aussi la possibilité de se mettre d'accord avec le patient pour savoir à quelles heures de la journée, il veut être conscient. D'accord. Et donc, il arrive que dans certaines situations, effectivement, le patient soit sédaté, je dirais, 21 heures sur 24. Et en accord avec les soignants, il sera réveillé lorsque ses proches viendront. Et donc, souvent, entre 14h et 17h ou entre 17h et 20h en fonction des proches, il pourra être conscient. Et là, l'avantage que ça a, c'est d'une part que le reste de la journée, il ne ressent pas la douleur puisqu'il est sédaté, et le fait même de ne pas ressentir la douleur pendant 21h sur 24 fait que les 3 heures où il est conscient, la douleur est bien moindre. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous quand on a des douleurs beaucoup plus faibles. À un moment donné, c'est aussi le fait d'être crispé sur notre douleur qui accroît la douleur. Donc à partir du moment où vous arrivez à détendre la personne, mécaniquement, ça permet aussi que aux heures de conscience, la douleur soit bien moindre. Donc il y a quand même effectivement une vraie possibilité. Et puis après, il arrive un moment où les patients sont dans une forme de coma naturel. C'est ça. Et on n'a pas besoin de les sédater, mais ils sont dans une situation de sédation et dans une situation de conscience que personne en fait ne sait encore décrypter totalement. Il y a des moments où la conscience, si elle se résume à une perception de la présence, à un son, le bruit le son de la voix d'un proche, même si la personne ne comprend pas ce qu'elle dit, ça reste de la vie, ça reste de la conscience, et c'est pas parce qu'elle ne communique plus qu'il est légitime d'arrêter la vie. En fait, à ce moment-là, c'est dur pour les proches, mais c'est pour les proches que c'est le plus dur.
Ouais, parce que ça peut durer, hein. Oui. Parfois, selon les personnes. Ouais. Oui, ça peut durer. Ouais. Ça peut durer. Jeune Garnier, il y a régulièrement des personnes qui sont là et les bénévoles font ce qu'ils appellent une présence silencieuse, c'est-à-dire que pour que la personne même apparemment inconsciente ne soit pas laissée seule, il y a une présence dans la chambre. Ah oui. Donc on peut rester, on peut parler, ne pas parler, enfin voilà, mais simplement et les soignants vous disent qu'ils le constatent souvent, enfin ils constatent souvent que les personnes perçoivent la présence. Elles réagissent pas forcément, mais elles perçoivent la présence. D'accord. Enfin, la frontière, elle est quand même très très ténue, hein, entre j'endors quelqu'un pour qu'il ne souffre pas, et puis je stoppe sa vie pour qu'il ne souffre pas non plus. Enfin, c'est quand même la délicat, frontière est ténue, mais elle est essentielle en fait. Ah oui. C'est vraiment, c'est essentiel en soi, c'est essentiel pour les soignants aussi. C'est pas rien de provoquer la mort de quelqu'un. Il y avait une infirmière qui me disait, évidemment elle n'avait pas pratiqué d'euthanasie, mais qu'il lui était arrivé de voir la vie partir du regard d'un patient auquel il était en train d'injecter de la morphine. C'était pas volontairement. Pas pour le tuer, il avait besoin de cette dose de morphine. Mais en même temps qu'elle l'injectait, elle a vu la vie partir. Et elle disait, vous en mettez du temps à vous en remettre, même si c'était sur prescription, il fallait le faire, etc. Et pour un soignant, effectivement, un soignant dont on a besoin que nos soignants aillent bien. On veut tous des soignants qui soient capables d'être attentionnés, d'être à l'écoute, d'être bienveillants. Si vous demandez à un soignant de pratiquer une euthanasie, il a nécessairement à un moment donné besoin de se blinder. Vous ne pouvez pas vous engager émotionnellement de la même manière auprès de quelqu'un dont on vous dit qu'à la fin il va falloir que vous lui fassiez une injection létale. Et certains soignants qui en Belgique pratiquent l'euthanasie vont mal. Et ils ne renient pas le fait de l'avoir fait, mais ils font en larmes pendant l'entretien. Et une autre soignante qui le faisait, qui en pratique, explique qu'elle a besoin, qu'elle dort mal la veille et qu'elle a besoin l'après-midi d'aller se reconnecter à la nature. Soit, mais un soignant qui fait un acte normal de soin n'a pas besoin de se reconnecter à la nature. Ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a une douleur chez le soignant et non seulement on n'a pas à infliger ça à des gens, les soignants ne sont pas à notre service, ils ne sont pas des prestataires de services, ce sont des êtres humains comme les autres on ne prend pas en compte leur souffrance, leur douleur, mais elle existe, hein, même quand ils accompagnent quelqu'un aujourd'hui en soins palliatifs, c'est dur. Leur demander de faire ça, c'est dur. Et effectivement, voilà, c'est loin d'être anodin. Et la frontière qui est quand même, la frontière qui est importante entre les deux, c'est la frontière de l'intention. Et l'intention d'un acte, c'est essentiel. C'est essentiel en droit civil. Quand vous posez un acte et en droit pénal, on ne vous juge pas de la même manière selon l'intention que vous aviez. Est-ce que vous aviez l'intention de donner la mort ou pas? On voit bien qu'on prend en compte l'intention. Plus d'un point de vue théologique aussi, quand on parle du péché, l'intention est essentielle aussi. Donc l'intentionnalité d'un acte, c'est pas un détail, c'est pas une nuance sur laquelle on pourrait passer. Et de fait, l'Église le reconnaît, même elle le reconnaît bien avant que le droit français l'ait reconnu. C'était Pie XII en 1957 qui l'a dit dans un discours auprès des soignants, qui a explicitement dit qu'on pouvait se référer à la théorie du double effet, c'est-à-dire que
si vous injectez des produits antalgiques ou analgésiques dans l'intention de soulager la souffrance, tout en sachant que ça peut malgré tout accélérer la mort, si votre intention est de soulager la souffrance, c'est licite, c'est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est effectivement si vous injectez à la rigueur les mêmes produits dans l'intention de donner la mort. Mais l'intention est essentielle. Mais après, c'est pas toujours... Enfin, le fait est que ce ne sont pas non plus les mêmes produits. Ah oui. Si vous surdosez des produits pour une sédation, vous allez donner la mort. Mais si vous injectez du curare, ce que l'on fait dans une euthanasie, c'est jamais pour soulager la personne. D'accord. Okay. C'est des produits différents. D'accord. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne âgée qui a des proches, mais qui dit en fait moi je ne veux pas peser sur eux. Enfin, je veux pas les embêter avec ça. Je veux partir sur la pointe des pieds et voilà. Cette question, c'est une question que j'ai posée aux soignants. Je leur ai demandé est-ce que c'est fréquent que des patients vous disent je veux pas peser, c'est des expressions qu'on connaît, c'est aux parents de s'occuper des enfants, c'est pas aux enfants de s'occuper des parents. Et ils m'ont regardé un petit peu les yeux ronds en me disant c'est pas que ça arrive, c'est tout le temps. Les patients nous le disent tout le temps. Donc c'est un souci qui est très compréhensible, mais ce qui arrive aussi, on a eu le témoignage d'une jeune femme dont la grand-mère a été euthanasiée au Canada, et en fait après elle était dans une maison de repos. Après l'euthanasie, ils ont reçu des cartes des personnes qui étaient dans la maison de retraite avec elle, et dont l'une qui disait ça lui ressemblait tellement, elle ne voulait jamais déranger personne. Ouais. Et la petite fille, elle dit mais mamie, fallait me le demander, moi je me serais dérangée, je rêvais que de ça, de m'occuper de toi. Il y a un soignant qui nous racontait aussi un rendez-vous qu'il avait eu avec, c'était en Belgique, donc un monsieur qui venait avec son fils et qui venait pour demander l'euthanasie. Et son discours était très, très clair, il n'était pas spécialement en fin de vie, mais il disait voilà, moi j'ai mon fils, il a sa vie, il a sa carrière, il a ses enfants, je ne veux pas peser sur lui, donc quand le moment sera venu, je veux être euthanasié, etc. Et le médecin voyait que le fils à côté, il disait rien, mais il semblait pas très à l'aise dans la situation. Et donc il a demandé au fils, et vous, comment vous entendez ce que dit votre père? Et le fils a dit, mais papa, moi je veux m'occuper de toi. Tu t'es occupé de nous, vous vous êtes occupé de nous, je veux t'être utile et je veux m'occuper de toi. Et je pense que d'une part, une personne âgée ne doit pas oublier que le seul fait d'aimer les siens, de leur donner encore de l'amour, c'est pas inutile, enfin c'est pas... Oui, mais on pourrait dire elle fait ça par amour. Vous voyez ? Elle fait ça par amour, mais c'est de l'amour qu'elle ne donnera plus. Enfin, entre un geste définitif et l'amour que vous pouvez encore apporter, il y a une marge. Et puis effectivement, il faut accepter d'imaginer aussi que vos enfants aient envie de vous aider, aient envie d'être là pour vous. Ouais. Se reconnaître fragile, quoi, aussi. Voilà. Et je pense que évidemment, hein, tous les enfants ne sont pas exemplaires, mais je pense que certains parents ne soupçonnent pas la ressource qu'auront leurs enfants pour eux. Et puis le risque, il faut aussi, je pense, après, réagir comme un membre à part entière de toute notre société. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que poser des actes individuels. Si je demande à ce que je puisse être euthanasié parce que je suis âgé et que j'estime avoir bien vécu, trop vécu, alors ça veut dire qu'on légitimera une euthanasie sans que le pronostic vital soit engagé, sans qu'il y ait nécessairement de douleur, sans qu'il y ait véritablement de critères objectifs,
mais juste la demande de la personne. Et là, on est quand même dans une situation où on ouvre la voie à des risques énormissimes. Parce que vous pouvez avoir des pressions délibérées, c'est pas le cas le plus fréquent, mais vous pouvez simplement avoir des situations où la personne va demander l'euthanasie par résignation ou parce que les proches auront influencé sa décision même de façon imperceptible, c'est-à-dire ils lui auront pas dit « il faut que tu demandes l'euthanasie ». Mais quand on voit une personne en fin de vie sur son lit de malade, quand on voit quelqu'un qui, voilà, quand elle se couche dans son lit, met une minute à reprendre ses esprits, quand on voit la fatigue que c'est, il suffit de pas grand-chose, il suffit à un moment donné de dire c'est pas une vie, et puis la réaction de vos proches, quelle est-elle? Quand le proche vous dit, mais simplement parfois parce que lui-même il est submergé par l'émotion, c'est pas de la mauvaise intention, c'est que lui-même a pas envie de vous voir comme ça, il vous dit tu as raison, c'est pas une vie, mais qu'est-ce que la personne attend véritablement quand elle vous dit ça, par exemple? Elle vous dit c'est pas une vie, est-ce qu'elle attend pas en fait qu'on la conforte dans le fait que c'est dur, mais que si c'est encore une vie et que ça mérite de l'être? Et donc on a un vrai risque d'une influence imperceptible, et tous ceux qui disent que c'est un acte libre, un choix personnel, je trouve que c'est une façon très désincarnée d'envisager la fin de vie. La réalité de la fin de vie sera peut-être un acte libre pour quelques-uns, soit, mais pour beaucoup d'autres, la réalité de la fin de vie, c'est l'extrême vulnérabilité, et notre rôle dans une société, notre rôle d'être en relation, c'est de préserver, de protéger les gens vulnérables. Mais en même temps, ce que me disait aussi, c'était Claire Fourcade qui me disait dans une situation très particulière que j'ai rapportée dans mon livre, où il y avait un fils qui en fait l'avait contacté parce qu'il voulait réaliser un documentaire sur la fin de vie de son père. Parce que c'était au moment du débat sur la proposition de loi Falorni, et il trouvait que ce qu'ils avaient fait, la fin de vie de son père avait été magnifique et avait été la meilleure fin de vie possible. Son père avait un cancer du pancréas, et à un moment donné, avec le médecin, mais sans le père, la famille s'est réunie et ils ont convenu qu'il fallait mieux qu'il parte avant que les douleurs soient insupportables. Et donc, à un moment donné, ils ont présenté au père une perfusion en lui disant que c'était une nouvelle chimiothérapie. Le père a dit « Ah, formidable !» Ils lui ont posé la perfusion et il est mort. Et le fils... Donc ils ont menti. Ils ont menti au père, qu'ils ont euthanasié. Mais le fils, faut pas voir ça nécessairement, c'est pas un assassin, c'était pas malveillant. C'était ce qu'il pensait être le mieux pour son père. Il disait, c'est une mort qu'il n'a pas vu venir, c'est la meilleure mort que l'on puisse avoir. C'est déjà un peu rapide, parce que effectivement, je crois que malgré l'angoisse que cela peut provoquer, on n'a pas le droit de priver quelqu'un de sa propre réaction face à la proximité de la mort. On ne sait pas ce que ça va donner. Et j'en viens là parce que je parlais de la question de la douleur. Claire Fourcade lui disait, vous savez, c'est pas une fatalité de mourir dans des douleurs insupportables, même pour un cancer du pancréas qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'on sait qu'il a un pronostic compliqué. Et donc ça, mais il disait, voilà, certaines personnes vont décéder sans souffrir, et même d'un cancer du pancréas. On peut l'accompagner. Ce que lui ignorait et ce que son médecin ignorait aussi. Non, mais là, ça fait peur. Ça veut dire que, à votre insu, vos enfants, avec le médecin, aujourd'hui, ils peuvent décider que vous, malade, même pas pour faire votre bonheur, ils peuvent vous euthanasier sans que vous le sachiez. C'est totalement illégal. Oui.
c'est totalement illégal et même dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, s'il n'y a pas de demande du patient, ça n'est pas légal. D'accord, ok. C'est effectivement, le genre de choses que les uns pratiquent dans le secret d'une maison ou d'un service, mais voilà, c'est totalement interdit. Bon, et puis en fait, le fond du problème, c'est que la mort aujourd'hui, on n'en parle plus, enfin on la voit à la télé, etc. Et puis du coup, c'est quelque chose qu'on a désappris un peu. Hein. Alors qu'avant, ça faisait partie de la vie, le moribond, il restait à la maison, et puis... oui, voilà, et puis... Donc, du coup, en fait, ça nous fait très très peur. Ça dit autant de la mort que de la vie. C'est-à-dire que on appréhende la mort et la fin de vie avec la façon dont on a appréhendé la vie. Et donc on est dans une société qui est une société assez technicienne, une société qui est une société de l'efficacité, de la jeunesse, de la maîtrise. On veut toujours être dans la maîtrise des risques. Quels que soient les risques, on va avoir des plans de maîtrise des risques. Donc on veut maîtriser la vie, on est sur l'utilité, et donc on s'interroge sur cette période où les gens disent à quoi ça sert. Le fait que ça ne serve pas n'est pas un problème en soi. Et en fait, voilà, c'est vraiment un reflet de la façon dont notre société appréhende et donne du prix à la vie. Et tout ça ressurgit effectivement au moment de la mort. Je cite dans le livre, je cite François Bégodeau, parce que il parle d'une distinction qu'il... Enfin, je pensais que tout le monde avait vécu le passage que j'ai vécu et qu'il a visiblement vécu, plus jeune que moi apparemment, mais un moment d'obsession de la mort. Alors ça m'obsédait pas heureusement toute la journée, mais j'avais je peux pas parler, même pas parler de prise de conscience du néant, parce que on ne peut pas prendre conscience du néant, mais de sentiments effectivement d'être au bord du précipice, d'envisager le néant, l'insignifiance, l'absurdité, et à l'adolescence il y a eu une période d'1 an ou 2 ans où c'était effectivement très très présent, et donc c'était une période qui était difficile à vivre, assez pénible, dont je me suis un peu quelque part protégé, d'une part par ma foi et d'autre part par une habile petite porte de placard où je sais que les choses sont là, que ça existe, mais que je n'ouvre pas tout le temps. Mais néanmoins, je me dis que ça a été fertile, et c'est ce qu'il dit lui aussi, c'est pour ça que je me reconnais autant dans ce passage de Bégodeau, c'est qu'en fait ça m'a interdit de considérer ça comme accessoire. Ça m'a amené aussi à être soucieux de ce que serait ma vie, à quoi l'avoir consacré, et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli. Et le jour où effectivement je me retourne sur ma vie, de quoi je serais susceptible d'être fier, ou d'estimer que ma vie aura été utile à quelque chose. Donc voilà, ça a été effectivement et de cette proximité, je dirais pas que la mort ne me fait pas peur, et j'ai tendance à dire que certains vous disent, moi j'ai pas peur de la mort, parfois j'ai tendance à penser que c'est un manque d'imagination, donc voilà, pas que j'envisage ça de façon très sereine, mais néanmoins j'ai découvert que certains l'occultaient totalement de leur vie, ça me semblait pas possible, et moi je ne regrette pas que ce soit malgré tout présent, parce que voilà, ça a joué sur la façon dont j'ai organisé ma vie. En fait, dans le bénévolat, alors
je veux pas donner le sentiment d'en parler comme d'un expert. J'ai entendu ce que l'on en dit et je commence moi ce parcours. En fait, on est d'une part, on est une marque de présence aussi de la société. On est, alors concrètement, ce que l'on va faire, c'est avoir alors des choses très enfin dans beaucoup de services de soins palliatifs, il y a la possibilité de sortir. On va permettre à un patient de sortir, d'aller prendre l'air, on est allé se promener avec un patient, les emmener fumer une cigarette dehors, passer du temps avec eux pour parfois il arrive que la personne dise des choses à un bénévole qu'elle a plus de mal à dire à un soignant parce qu'elle est davantage dans un rapport de soins et un rapport médical qu'elle n'osera pas dire à ses proches parce qu'elle ne veut pas les angoisser. Et puis vous, comme vous êtes ni soignant ni proche, que vous êtes une oreille mais que vous n'êtes même pas là le lendemain et peut-être qu'elle ne vous reverra pas, elle peut vous dire certaines choses. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais c'est une possibilité. Ce qui se pratique aussi, c'est d'être présent. Donc c'est la fameuse présence silencieuse, d'être présent auprès d'un patient qui est en état précaire, c'est-à-dire très proche de l'agonie. Être présent simplement parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire pour lui. Donc les soignants n'ont pas forcément grand chose à faire, même s'ils passent quand même, ils abandonnent jamais la personne, mais simplement que cette personne ne soit pas seule. Et quelle que soit sa réactivité, et donc la plupart du temps quand c'est une présence silencieuse, la personne n'est pas réactive, mais on est présent parce que, par principe et parce qu'il y a une forme de conscience qui persiste, et on sait que oui, dans des situations de coma, il y a une perception qui n'est pas forcément la perception que l'on a dans la vie, dans le restant de notre vie, mais il reste une perception. Et puis voilà, on peut aider pour des choses très concrètes, puis simplement avoir un brin de discussion, quoi, c'est tout. Accueillir les proches aussi, hein. Oui, c'est vrai que je ne parlais pas de ça, mais c'est en réalité c'est effectivement très présent. C'est que effectivement, et c'est quelque chose que j'ai découvert en cours de formation au bénévolat, c'est que moi effectivement je me voyais plus proche de la personne malade. Et en fait, quand vous êtes dans un service de soins palliatifs et que les proches sont là, par simple humanité, vous n'allez pas passer à côté. Enfin, vous voyez des gens qui sont là, qui sont pris par l'émotion, qui sont perdus, qui sont angoissés. Ou là, je pense aussi à une femme qui était là, elle était fille unique, elle avait accompagné sa mère. Sa mère venait d'entrer en soins palliatifs et donc les soignants s'en occupaient. Elle était toute seule à l'extérieur de la chambre. Oui, avoir une présence, simplement quelqu'un qui est là, qui lui permette aussi d'exprimer ce qu'elle a à dire. Parce que là aussi, il y a des personnes qui sont très seules, qui sont des aidants, on va dire, qui sont des aidants isolés et qui, pendant des mois, ne disent rien à la personne qu'elles aident parce que, voilà, on va pas lui faire part en plus de sa propre angoisse et qui n'ont pas forcément grand monde à qui parler. Donc ça peut aussi être un moment où bon, voilà, on a le droit de dire que c'est lourd, on a le droit de dire qu'on n'en peut plus, on a le droit de dire que c'est difficile et les soignants sont... J'admire énormément les soignants de soins palliatifs. Je trouve que c'est des gens tellement complets parce qu'ils sont totalement humainement engagés, qui sont engagés par leur savoir-faire, mais engagés par leur humanité. Et donc, c'est des choses que les proches peuvent dire aux soignants, les soignants l'entendent. Moi, j'ai été très ému de voir à quel point, dans une réunion de transmission, une infirmière et tout le service avaient passé du temps pour parler du père d'une patiente. Donc, ils se soucient du proche. Mais les bénévoles aussi sont là et s'il y a
s'il y a des proches qui nous entendent, ben, voilà, il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens à qui parler, quoi.